Alors, nous passons maintenant à la conférence suivante. Madame Brisson, est-ce que c'est vous qui commencez? Oui. Très bien. Allez-y. Alors, Donc, d'abord, vous avez 20 minutes à deux. oui, en fait, on est à 4. Alors, 5 minutes chacune. C'est bon. Alors, d'abord, vous dire merci de cette invitation-là. Vous réitérer que c'est un privilège d'être invité par le BAP, puis que pour un scientifique, c'est un accomplissement d'être ici. Je vous remercie beaucoup Merci vraiment à de vous d'être ici. l'invitation. Nous allons vous présenter un diaporama à 4 voix, mais en 2 temps. Donc, un temps consacré aux impacts psychologiques et sociaux et un temps consacré à l'acceptabilité sociale. Alors, très brièvement, il s'agira, dans la première partie, réalisée par Emmanuel Bouchard-Bastien et moi-même, de vous présenter les faits saillants liés au transport et au déversement, associés à un rapport produit par l'INSPQ il y a très récemment et qui couvre plus large, donc l'exploitation et l'exploration des hydrocarbures. Au niveau méthodologique, la recension des écrits de l'INSPQ, vous avez le lien à l'écran. Parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est l'Institut national de santé publique du Québec. Tout à fait. Alors, la recension de l'Institut national de santé publique du Québec a adopté une approche de revue systématique. Vous expliquez qu'une revue systématique n'est pas une simple recension des écrits, mais vise par un processus évaluant la pertinence et la qualité de chaque article, puis en agglomérant les résultats, vise vraiment à produire des résultats originaux. Ce qui fait qu'une recension systématique des écrits a la valeur d'une recherche originale, finalement. Nous avons fait une synthèse des résultats et 60 textes, à partir de 60 textes qui ont été retenus à travers le filtre de la pertinence et de qualité. Cette synthèse-là met en lumière à la fois les impacts qui ont été ressentis dans différents contextes, mais aussi ces contextes-là et les facteurs qui sont associés aux impacts. Oui, vas-y, tu as quelque chose à Excusez, oui. Alors, dans le fond, ce qu'on a aussi essayé de faire, c'est avec les données fournies par Énergie Est dans le résumé pour le Québec, nous avons essayé de coupler pour la démonstration d'aujourd'hui les impacts qui étaient recensés et ce qui était fourni par Énergie Est. Nous devons vous dire que nous avons eu beaucoup de difficultés à faire cet exercice, puisqu'il y a énormément peu de données concernant les impacts psychologiques et sociaux dans ce qui est fourni par Énergie Est. Mais à la connaissance du contexte du Québec, nous avons quand même quelques éléments à vous présenter. Donc, je vais vous présenter les faits saillants de notre rapport en ce qui a trait au transport des hydrocarbures et au déversement accidentel. Donc, d'entrée de jeu, déjà, bien, on est déjà devant des effets actuellement qu'on peut constater, donc avant même que le projet existe, avant même qu'il soit approuvé, c'est des conflits et de la perte de confiance. Ces effets-là sont susceptibles de perdurer dans le temps et dans l'espace, donc tout au long du processus de construction, mais même une fois le pipeline installé, car parfois dans la littérature, on a déjà observé dans d'autres communautés des groupes d'opposition qui vont poursuivre leurs actions pour éviter l'avènement d'un projet similaire sur le territoire. Pour le reste, on est devant des risques potentiels au niveau de la santé sociale, donc des événements qui pourraient arriver si on va de l'avant avec le projet Énergie Est. Premièrement, dans certaines communautés qui ont accueilli un pipeline, on a pu observer un effet boomtown particulier pendant la période de construction. Donc, je dis particulier parce qu'habituellement, le phénomène boomtown est associé davantage à l'exploitation d'une ressource naturelle. Donc, ça dure plusieurs années. Mais on a quand même pu l'observer pendant la courte période de construction. Ça variait entre quelques mois et quelques années selon la littérature qu'on a consultée. Je vous rappelle que l'effet boomtown, c'est l'accroissement rapide de la population d'une communauté d'accueil suite, entre autres, à l'arrivée des travailleurs de l'extérieur. Il y a des effets positifs et négatifs qui sont rattachés à ce phénomène. Et j'aimerais particulièrement attirer votre attention au dernier point de ma diapositive, le changement au point de vue de la perception de la région.
Cet élément-là va viser particulièrement les individus qui ont un lien étroit avec le territoire. Donc, on peut penser par exemple aux agriculteurs ou aux Premières Nations. Il y a d'autres risques potentiels qu'on peut constater. Par exemple, au niveau du tissu social, comme je l'ai mentionné, il y a des conflits là, qui pourraient être en continu tout au long de la durée de vie du projet. Il y a également des changements au point de vue du style de vie. Encore là, ici, ça va particulièrement toucher les gens qui ont un lien étroit avec le territoire qui a été modifié. On peut penser entre autres à la fragmentation du territoire. Évidemment, il y a certains secteurs aussi qui vont être particulièrement touchés à l'arrivée d'un pipeline ou d'une infrastructure de transport des hydrocarbures. On a parlé beaucoup des agriculteurs, mais il y en a d'autres. On peut entre autres penser à la foresterie ou au tourisme. Il y a également des effets psychologiques qui sont liés à l'avènement d'un pipeline. Entre autres, il y a des manifestations de stress ou d'anxiété qui ont été relevées dans la littérature. Et ces effets-là sont souvent reliés soit au processus d'implantation du pipeline, particulièrement quand il y a une perception d'inéquité, ou ces effets-là peuvent également être liés aux nuisances qui vont être générées pendant la construction et également pendant les activités de maintenance. Maintenant, je vous amène dans un autre univers, celui des déversements accidentels. D'entrée de jeu, j'aimerais vous spécifier qu'à la lumière de la littérature que nous avons consultée, on constate que peu importe la source du déversement, les conséquences sociales et psychologiques sont comparables et elles sont fortes. Entre autres, on a remarqué dans des communautés qui ont été touchées par un déversement des perturbations sociales, telles que la fragmentation de la cohésion sociale, également une perte de capital social, le capital social étant le réseau d'entraide et de reconnaissance qu'on a dans un groupe. Ces perturbations sociales-là vont souvent découler des tensions qui sont générées soit par la gestion de l'accident par les autorités ou des tensions qui découlent des conséquences économiques ou des conséquences environnementales du déversement. Il y a également des changements au point de vue du style de vie et de la perception de la région qui ont été recensés dans certaines communautés. Ici, ça va particulièrement toucher les communautés qui vivent des ressources naturelles. Donc, on peut penser, par exemple, à un milieu rural où il y a beaucoup d'agriculture ou une communauté de pêcheurs en zone côtière. Donc, évidemment, du coup, il y a certains secteurs socio-économiques qui sont potentiellement plus touchés que d'autres suite à un déversement. On a également observé des effets encore boom-town particuliers, en fait seulement lors de la période de nettoyage, avec les effets là, qui en découlent, qui sont typiques. Et j'aimerais surtout mettre l'attention sur les effets psychologiques qu'on a vus suite à un déversement accidentel. Dans la littérature, il y a une corrélation importante entre un déversement accidentel et une augmentation des perturbations psychologiques. Donc, on a pu, entre autres, recenser du stress, de l'anxiété, de la dépression ou des chocs post-traumatiques qui vont découler soit du changement de mode de vie. Encore là, on peut penser particulièrement aux gens qui ont une dépendance avec le territoire qui a été souillé, une dépendance économique, sociale ou culturelle. Et aussi, ces manifestations-là peuvent découler de la perception des risques. Donc, on peut penser plutôt à l'exposition aux matières dangereuses ou aux risques technologiques. Et finalement, il y a également des manifestations de colère ou de perte de confiance qu'on a vues souvent dans certaines communautés. Il y a un concept théorique qui est relié à ça, c'est le concept de recreancy qu'on retrouve beaucoup dans la littérature qui porte sur les accidents technologiques. Et en fait, ça décrit une perte de confiance chez la communauté qui sent que les autorités n'ont pas su les protéger. Et ça a des impacts sur le rétablissement parce que ces personnes-là vont moins adhérer au mode de gestion qui est préconisé par l'autorité. Donc ça, c'est des événements qu'on a vus dans certaines communautés et qui pourraient arriver au Québec s'il y a un déversement du pipeline Énergie-Est. Je vous dirais simplement en conclusion que ces éléments-là, des impacts psychologiques et sociaux, sont des éléments qui se sont vraiment produits dans différentes circonstances, qu'il faudrait évaluer plus finement au Québec leur potentiel, mais que c'est un risque qui existe et que c'est un risque qui met en cause le temps, les institutions, tout comme aussi les liens sociaux. Donc, il y a des liens de confiance, non seulement entre les gens, mais aussi envers les institutions et la gouvernance de notre État. Et ces éléments-là sont aussi liés à l'acceptabilité sociale, comme vont vous le présenter mes collègues de l'UQAR.
Bonsoir. On a 10 minutes à notre tour aussi sur cette grande question-là assez complexe de l'acceptabilité sociale. On va essayer d'y aller rondement. Alors, la Commission, en fait, nous a posé une question assez précise, mais ambitieuse aussi, à savoir quels sont les facteurs favorisant l'acceptation des projets d'exploitation des ressources naturelles. Et ensuite, on souhaitait nous entendre aussi sur le cas en particulier d'Énergie Est. Nous allons offrir, oui, une réponse circonscrite, cependant, en lien notamment avec la littérature qui est plutôt peu loquace, si on veut, sur cette articulation entre oléoduc et acceptabilité sociale. Mais tout de même, on ira puiser dans d'autres littératures que nous connaissons bien d'ailleurs, sur l'éolien, le gaz de schiste, les mines, sachant par ailleurs que cette littérature-là s'attaque souvent à des situations d'inacceptation, où on voit les facteurs d'avantage. Et donc, on doit poser la question dans l'autre sens, sous l'angle d'un effet miroir, c'est-à-dire les facteurs d'inacceptation pourraient-ils devenir aussi, à l'inverse, des facteurs d'acceptation s'ils étaient travaillés? On ira aussi puiser dans nos travaux à nous, évidemment, qu'on mène à l'UQAR depuis quelques années, et vous proposer ensuite une première analyse. Donc, la présentation en 2 temps. Je vais d'abord faire rapidement quelques repères, en fait, sur la notion d'acceptabilité sociale dans le contexte québécois. Et ensuite, la partie intéressante sera celle de mon collègue, j'imagine, sur le projet d'Énergie Est, l'analyse qu'on vous propose. Donc, l'acceptabilité sociale, est-ce qu'il y a quelque chose de neuf sous cette notion? Évidemment, c'est une notion qui est relativement récente dans le débat public, qui a pris beaucoup d'importance, je dirais, en particulier au Québec depuis moins d'une dizaine d'années, et avec des interprétations très différentes. Pour les uns, c'est une nouvelle condition d'acceptation, une nouvelle condition d'autorisation de projet, mais pour d'autres, c'est carrément un piège, c'est-à-dire que potentiellement un risque de faire passer ou d'obliger à passer un projet qu'on ne souhaiterait pas. Donc, il y a des interprétations différentes, mais par ailleurs, ce qu'on peut voir de commun, c'est l'idée que cette notion-là, elle est de plus en plus effectivement présente lors de phénomènes de critique et d'opposition à des facteurs de changement majeurs qui apportent, par exemple, des grands projets, mais aussi des politiques publiques et autres sources. Enfin, il y a par ailleurs, selon nous, des nouveautés qui sont dans le débat. D'abord, on ne parle plus seulement des enjeux de proximité, par exemple les nuisances, les usages, mais on va carrément aller beaucoup plus large dans le débat en lien avec l'acceptabilité sociale, sur tout ce qui touche notamment le modèle de développement qui est notamment remis en cause dans certains cas. Enfin, deuxième point, je pense, qui est d'intérêt, c'est la reconnaissance, en fait, d'acteurs légitimes nouveaux, notamment les populations locales, les communautés autochtones, les élus qu'on considère comme ayant droit dorénavant à une prise de parole minimalement et potentiellement même un rôle dans tout le processus de prise de décision. Un troisième point aussi, c'est l'idée que pour avoir un processus effectivement constructif en matière d'acceptabilité sociale, il faudrait mettre tous les scénarios sur la table. Et là, c'est vraiment un changement majeur et assez récent. Ça voudrait dire effectivement qu'il faut aussi avoir l'option statu quo, dont ça veut dire le refus potentiel d'un projet qui est en discussion. Enfin, une dernière distinction qu'on commence à aborder, c'est l'idée de distinguer le processus, qui serait celui de l'acceptabilité sociale, du résultat. Donc, le processus pourrait amener à un résultat qui pourrait être soit celui de l'acceptation sous condition ou carrément l'inacceptation. Enfin, maintenant, si on est dans cette perspective-là, comment envisager l'acceptabilité sociale? Il y a des approches plus classiques, je dirais. Il pourrait s'agir de faire un sondage et d'aller mesurer l'opinion publique, combien de personnes pensent être pour ou contre. Mais par ailleurs, si on est d'accord avec l'idée que le processus et donc que les positions peuvent évoluer dans le temps des acteurs, eh bien, on ira plutôt d'une façon plus ouverte et s'intéresser justement à ces dynamiques entre les acteurs. On a proposé une définition. Je dois dire qu'on nous a souvent reproché qu'elle était trop compliquée. Donc, je vais me permettre de l'expliquer brièvement en quelques instants et on pourra voir après comment on tente de la mettre en application. En fait, la proposition, elle est en 3 morceaux, si on veut. Le premier morceau en haut, le processus d'évaluation politique, et l'idée, en fait, que les acteurs, les intervenants, les personnes concernées vont juger, vont porter une interprétation sur un projet en fonction de la situation où ils se trouvent, donc en fonction de leurs usages, leurs valeurs et leurs intérêts. Ensuite, on va les situer dans un cadre beaucoup plus large, qui est celui, en fait, des évolutions, des trajectoires de développement. Donc, c'est la dernière partie en bas. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce que ce projet-là, tel qu'il est amené, tel qu'il est proposé,
contribue à la pérennité de ma communauté ou pas, potentiellement. Et enfin, entre les deux, et c'est là que nous, on s'active, c'est sur la question de la gouvernance. Donc, est-ce que collectivement, on est capable de mettre en place des processus qui nous permettent effectivement de comprendre le projet, ses conséquences, et potentiellement décider si c'est quelque chose qui est souhaitable, tel quel, avec des modifications ou carrément un refus pour dans les conditions. Alors, sans plus tarder, maintenant, le fameux projet, notre évaluation du projet. Merci. Donc, comment est-ce qu'on applique ça? Donc, c'est une définition qui, effectivement, valorise la complexité. Donc, c'est un reproche qu'on peut nous faire. Par contre, ce que j'ai envie de souligner rapidement, c'est que ce n'est pas de notre faute, en fait, si on parle de complexité, c'est que les processus eux-mêmes sont complexes. Donc, alors, on a fait une revue de presse donc, comportant donc, plus de 150 articles sur une période de 2 ans, qui a été complétée avec donc, tout ce qu'on appelle la littérature grise. Et là, on a juste repéré les très grandes phases. Donc, en fait, il y a énormément d'acteurs qui interviennent simultanément sur des paramètres différents. Donc, ça peut être, par exemple, les facteurs techniques. Est-ce qu'il y a des risques et comment est-ce qu'ils sont pris en compte? Ça peut être des facteurs, au contraire, extrêmement politiques. On s'est rendu compte que, tiens, ça jouait aussi sur la répartition des compétences entre le fédéral et le provincial. C'est aussi quelles sont les modalités d'examen par l'Office national de l'énergie, quels sont les engagements des différents gouvernements au plan international dans le cadre des grandes conférences, etc. etc. Donc, l'essentiel, c'est qu'il y a une diversité d'acteurs, une diversité de facteurs dans un processus qui est à la fois complexe et qui a une histoire. Donc, pour le dire très très vite, on ne sait pas encore à ce niveau-là s'il va y avoir acceptation ou inacceptation. Ce qui est sûr, c'est que le jeu n'était absolument pas fermé initialement. Donc, si on reprend ce que disait Marie-Josée tout à l'heure, donc si on part du principe que l'intérêt, c'est d'examiner comment est-ce que une société va examiner collectivement l'ensemble de ces facteurs pour déterminer un jugement, rappelons qu'il y a donc différents niveaux. Peut-être à droite, le niveau le plus évident, c'est d'abord le niveau micro-social, c'est-à-dire c'est le niveau de la technique où d'habitude les entreprises contrôlent l'essentiel des paramètres et c'est une dimension qu'ils contrôlent relativement bien. C'est aussi tout l'enjeu de la question des risques. Plus intéressant, plus original peut-être, en tout cas tout aussi important, c'est le niveau mésopolitique. C'est le niveau de... Je peux vous demander une petite chose? Oui. Je suis essoufflé juste à vous entendre. Juste réduire un peu le rythme et parler un peu plus du micro, s'il vous plaît. Et je profite de l'occasion pour supplier l'équipe technique d'arrêter ce vent qui tombe sur ma tête. J'ai très peu de cheveux et c'est vraiment froid. Alors, ça ne fonctionne pas. Si c'est possible de faire quelque chose, ça serait gentil. Alors, je m'excuse, vous pouvez poursuivre. Donc, merci. Donc, après ce petit coup de froid, donc, continuons. Donc, peut-être, donc, le niveau mésopolitique, c'est le niveau où se pose la question des choix légitimes et de la capacité qu'on a à faire des choix qui paraissent comme acceptables par l'ensemble des acteurs en présence. Et je dis bien l'ensemble, donc, c'est-à-dire à la fois les acteurs, les parties prenantes, mais aussi les acteurs beaucoup plus largement, parce que non, les citoyens ne sont pas seulement des groupes d'intérêt ou des groupes de pression. Et le troisième niveau à gauche, donc, c'est le niveau macroéconomique. Comment est-ce que ce projet s'insère dans le cadre de la trajectoire économique du territoire. Par exemple, lorsqu'on travaillait sur l'éolien en Gaspésie, on se rendait compte que tiens, ça avait du sens en Gaspésie parce que dans un territoire qui était touché par la crise économique, le fait de créer des emplois localement, ça avait énormément de sens pour l'ensemble des acteurs, y compris les élus locaux. Donc on a vraiment essayé d'examiner à partir de la revue de presse donc, comment est-ce qu'on pouvait juger le projet. Et donc, on a fait un petit schéma relativement simple pour examiner quels pourraient être les facteurs qui seraient considérés comme allant dans le sens de l'acceptation et quels sont les facteurs qui iraient plutôt dans le sens d'une inacceptation. Donc on remarque bien entendu à gauche immédiatement qu'il y a beaucoup plus de facteurs qui vont plutôt dans le sens de l'inacceptation. Donc si on regarde un petit peu les débats qui ont animé l'espace public au Québec, on a énormément d'appels pour la prise en compte de risques, pour la prise en compte des impacts inégalitaires, c'est-à-dire les gagnants et les perdants du projet ne sont pas les mêmes. Il y a aussi donc une grande critique sur la très faible prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans le cadre du projet par l'entreprise. Il y a plus généralement un assez remarquable manque de transparence et d'information de la part du promoteur avec une conception unilatérale de l'information, c'est-à-dire absolument pas un véritable dialogue, mais d'abord une information à sens unique, dans un processus qui est extrêmement fermé, où on a en particulier refusé de reconnaître la compétence du Québec sur l'environnement de son propre territoire, ce qui est quand même assez original. Et enfin, donc, au niveau plus macro, donc l'absence de prise en compte de la transition énergétique qui, on le sait, est très importante au Québec dans le cadre d'une économie qui est d'abord structurée par une très forte présence d'énergie hydroélectrique. Donc, de l'autre côté, bien entendu, il y a aussi
donc des facteurs qui iraient plutôt dans le sens d'une acceptabilité sociale. Donc bien entendu, les retombées économiques, et oui, c'est un enjeu qui est extrêmement important, en particulier si on passe directement au niveau macro, dans le cadre d'une économie qui est historiquement structurée par une exploitation intensive des ressources naturelles. Sauf que remarquons malgré tout que ce sont des estimations qui sont plus ou moins considérées comme fiables dans l'ensemble de l'espace public et qui, en tout état de cause, n'ont absolument plus grand-chose à voir avec les grands équipements qu'on pouvait avoir dans les années 70. Donc, au final, donc, si on prend cette idée que les processus qui entourent un projet concernent désormais donc la mise en question collective de l'ensemble de paramètres et donc créer donc des questionnements qui sont désormais incontournables, on se retrouve avec un projet EnergyS qui se caractérise vraiment par une spécificité. On a déjà travaillé sur le gaz de schiste, on a déjà travaillé sur l'éolien, et là on se retrouve avec un triple déficit qui est assez remarquable. Un déficit de crédibilité, donc lorsque les informations techniques et socio-techniques ont été demandées, elles ont été remises en retard lorsqu'elles ont été remises. Donc même si on voulait bien y croire, on aurait beaucoup de mal faute d'informations. Un déficit de légitimité, puisque les principaux acteurs avec qui on aurait dû négocier ont d'abord été considérés comme non pertinents. Donc c'est toute la question de la répartition des pouvoirs entre les provinces, mais c'est aussi la question des élus locaux qui souhaiteraient avoir un mot à dire sur la trajectoire de leur territoire et à qui on n'offre pas cette possibilité, notamment faute d'informations, voire plus haut. Et enfin, un déficit de soutenabilité. On sait que c'est un modèle, que c'est un projet qui est inscrit dans un modèle relativement précis de développement, qui n'est pas très novateur, disons, mais ça pose donc l'enjeu de la soutenabilité. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on est dans ce modèle-là qu'on ne doit pas aborder l'enjeu de la transition énergétique. Donc tout ce questionnement n'est absolument pas abordé. Et enfin, donc dernier acétate. Donc finalement, si on part du principe que l'acceptabilité sociale est un processus global, c'est aussi un processus qui concerne l'ensemble des paramètres de ce projet, c'est-à-dire le projet lui-même, bien entendu, mais c'est aussi les pratiques des promoteurs. Et oui, il y a des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. Et là, on est clairement dans cette seconde problématique. D'autre part, c'est aussi un processus qui devrait concerner la participation des habitants et pas seulement sous la forme de consultation, donc qui engage beaucoup plus un monologue qu'un véritable dialogue. Et enfin, c'est la capacité à créer des décisions qui soient légitimes, c'est-à-dire qui permettent d'associer le rôle des élus et le rôle des citoyens. Dans ce cadre-là, la problématique qu'a posée EnergyEst à la société québécoise et que la notion d'acceptabilité sociale essaie d'aborder donc n'est absolument pas exceptionnelle. C'est une question qu'on se pose pour quasiment tous les projets. Donc c'est fondamentalement un projet qui pose les mêmes questions que tous les autres. Par contre, on se retrouve en l'occurrence dans un processus qui est caractérisé par un ensemble de déficiences dans les grandes dimensions. Et donc finalement, ce que ne nous permet pas ce projet, c'est d'engager un questionnement beaucoup plus général sur l'avenir économique, social, politique donc de la société québécoise, donc partie d'un modèle extractiviste relativement agressif qui constitue la base de son histoire. Et c'est une réalité, mais avec cette volonté de découvrir des nouvelles voies un petit peu plus porteuses pour l'avenir. Je vous remercie. Alors, merci à tous les quatre.